Alors, l'ordre du jour de cet atelier, on va faire une courte introduction, puis Enedis nous présentera les principes de fonctionnement avec 3 cas d'usage. Ensuite, nous aurons un retour d'expérience d'une installation solaire en autoconsommation individuelle avec terre solaire chez un agriculteur, un retour d'expérience en autoconsommation collective dans une collectivité, un retour d'expérience dans l'industrie par Total Énergie en injection sur le réseau, un retour d'expérience dans le secteur logistique par Engie. Ensuite, nous aborderons les financements participatifs, l'approche citoyenne et collective par Enercop Normandie. Et nous terminerons par Kiwai, une plateforme éco-responsable de financement participatif 100% normand. Donc, c'est moi, Nathalie Keinec, de Normandie Énergie. Donc, nous sommes la filière du mix énergétique, une filière stratégique pour la région, avec des enjeux énormes sur la transition énergétique et sur le renforcement de nos compétences dans le secteur des énergies, avec beaucoup de projets sur le territoire. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder plutôt le pôle, par le biais du pôle renouvelable, avec le solaire, l'énergie solaire. Donc, au sein de Normandie Énergie, il y a une quarantaine d'entreprises qui travaillent sur le solaire et qui sont en Normandie, qui travaillent en Normandie et qui ont des compétences complémentaires et qui sont sur l'ensemble de la chaîne de valeur du solaire, du développement jusqu'à l'exploitation maintenance. Donc, vous avez un échantillon de ces acteurs à côté de vous. Donc, voilà le nuage de logos de l'ensemble des intervenants dans ce cluster solaire qui sont capables de répondre à tout type de projet. Alors, il y a eu des actualités récentes sur le solaire qui vont favoriser le développement du solaire pendant que le prix de l'électricité continue de grimper. Donc, on a un fort impact réglementaire avec la loi énergie-climat de novembre 2019 qui oblige pour toutes les nouvelles constructions de bâtiments commerciaux, logistiques et artisanaux, ainsi que les parkings ouverts au public de plus de 1000 m², d'avoir un tiers de la surface recouvert par de la production d'énergie renouvelable. Donc ça a tout son sens avec l'autoconsommation pour des nouvelles constructions. Il y a une nouvelle loi climat et résilience qui est sortie cet été. Donc on attend les décrets d'application, mais elle obligera d'installer des panneaux photovoltaïques à partir de 500 mètres de surface, de 500 m². Et également pour les parkings de plus de 500 m² qui seront concernés. Donc pour ces installations, donc végétalisation ou production d'énergie renouvelable en toiture, sur la surface concernée. Il y a la RE 2020 qui devrait sortir en janvier 2022 et qui porte sur la performance énergétique des bâtiments. Elle va succéder à la RT 2012 et la partie autoconsommée sera prise en compte dans le calcul de la performance énergétique du bâtiment. Et un arrêté tarifaire qui est tout récent, qui date du mois d'octobre, qui est mis en application depuis le 9 octobre 2021 et qui permet de faciliter, grâce à un tarif d'achat garanti par l'État, de ne plus passer par les fourches codines de l'appel d'offres creux, c'est-à-dire où les projets ne sont plus mis en concurrence avec des projets de l'ensemble de la France pour des installations de 100 à 500 kW/crête, c'est-à-dire 600 à 3000 m² environ de surface de toiture, de surface photovoltaïque. Alors qu'avant, dès que vous atteigniez 100 kW/crête, c'est-à-dire à peu près 600 m², vous étiez obligé de passer en appel d'offres national, donc des projets mis en concurrence avec d'autres projets sur l'ensemble de la France. Donc, grâce à ce décret, avec un tarif d'achat garanti de 9 centimes 8 du kilowattheure, pardon, vous bénéficiez d'un tarif d'achat garanti pendant 20 ans. Et même la vente de surplus est concernée par ce tarif d'achat. C'est-à-dire que si vous ne consommez pas tout et que vous en injectez une partie sur le réseau, mais le tarif d'achat sera garanti.
On a un plafonnement à 1100 heures. La Normandie n'est pas concernée, où le tarif d'achat à partir de 1100 heures va baisser. Mais la Normandie n'arrive jamais à ces taux d'ensoleillement. Donc, on peut être serein sur les taux d'achat garantis par l'État. Et ça concerne tous les bâtiments, hangars ou ombrières. Donc, je vais passer la parole maintenant à Pascal Dupont, d'Enedis, pour parler de 3 cas d'usage. Oui, tu as 5 minutes. 5 minutes. Allez, ça va être bon pour avoir le retour. Ici, super. Alors, on est en fin de journée, je vais essayer de faire pas trop compliqué et assez synthétique sur les différents cas d'usage pour produire de l'électricité. Alors tout d'abord, l'idée c'est de ne pas forcément entrer dans le détail des processus des grands producteurs, des fermes solaires, des fermes éoliennes, mais plutôt des clients qui vont être à la fois consommateurs et producteurs d'électricité. Alors on a déjà un cas un petit peu historique, c'était le cas qui a fonctionné pendant de nombreuses années et qui consistait à équiper un toit de panneaux solaires et puis de construire un branchement électrique qui était dédié à cela et de revendre en totalité l'énergie qui était produite. Alors cette solution-là, elle existe toujours, mais elle est en relative perte de vitesse au profit des nouvelles solutions qui sont rendues possibles par un élément clé de la transition énergétique qui est le compteur communicant Linky. Alors, le dispositif qui a le plus court aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle. De quoi s'agit-il? Un client est autoproducteur, c'est-à-dire qu'il dispose de panneaux solaires, installe des panneaux solaires sur son bâtiment, et il consomme lui-même, au niveau de son point de livraison, sur ce site-là, lance tout ou partie de l'énergie qui est produite. C'est rendu possible grâce au compteur communicant, j'en ai parlé. Il y a injection possible d'une partie de l'énergie en fonction de la phase dans laquelle l'installation se trouve. Si jamais le client, les panneaux solaires du client produisent plus d'énergie que ce qu'il consomme à l'instant T, le surplus d'énergie est réinjecté sur le réseau. Et puis, à contrario, si la quantité d'énergie produite par les panneaux solaires est inférieure à la partie dont il a besoin, mais il y a une injection, il y a une consommation qui est tirée sur le réseau. Et puis une troisième solution qui est un petit peu nouvelle et sur laquelle je vais m'attarder un petit peu, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Alors de quoi s'agit-il? Avec la petite illustration, vous avez un ensemble de panneaux solaires associés au dispositif d'autoconsommation collective qui produit un gâteau solaire. Et ce gâteau, il va être réparti en différentes parts, égales ou non, qui vont être utilisées, récupérées par les clients consommateurs affectés au dispositif d'autoconsommation collective. Comment ça fonctionne concrètement? On va constituer une personne morale qui va organiser cette autoconsommation collective. Et cette personne morale va signer avec Enedis une convention d'autoconsommation collective. Dans cette convention, on va retrouver le choix des acteurs producteurs et consommateurs finaux, et avec la définition d'une clé de répartition, puisqu'à un moment, on va nous récupérer les données de production, les données de consommation, d'autoconsommation de chaque client, et ces données, on les communiquera mensuellement à la personne morale organisatrice, mais aussi à chacun des fournisseurs des différents clients associés au dispositif. Et puis, la personne morale aura aussi la charge de communiquer les nouvelles entrées-sorties de clients associés au dispositif d'autoconsommation collective. Alors, il y a quelques clauses qui régulent les conditions d'application. Ce schéma d'autoconsommation collective est possible dans un même bâtiment. Donc, dotation des équipements de panneaux solaires sur le bâtiment et puis répartition de l'énergie produite parmi les clients occupant l'immeuble. Mais on peut aussi être sur un périmètre plus étendu
avec un schéma de base qui est qu'on peut associer producteurs et consommateurs finaux tant qu'on a une distance de 2 km maximum entre les acteurs associés au dispositif. Ce schéma-là, il intéresse des collectivités locales. Les 3 premiers schémas d'autoconsommation collective en Normandie et en Seine-Maritime ont été construits par des collectivités territoriales, Malonnet, Lillebonne, Le Trait, et donc qui ont équipé des panneaux solaires sur des bâtiments communaux, mairies, ateliers, gymnases, églises, et qui ont pu récupérer l'énergie produite en la déduisant des consommations d'autres points de livraison de la commune. Ce schéma-là, dans d'autres régions, ce sont des schémas avec des bailleurs sociaux qui ont équipé différents bâtiments de panneaux solaires et qui ont pu bénéficier de l'énergie produite pour réduire les factures des parties communes, voire, dans certains cas, d'offrir une partie de l'énergie produite à des occupants des immeubles. Et puis, on peut imaginer plus largement que ce schéma puisse être mis en place par des communautés citoyennes, de citoyens. Aujourd'hui, c'était compliqué d'imaginer d'installer des panneaux solaires sur un immeuble en copropriété. Avec ce dispositif-là, il devient possible. Et puis alors, ce dispositif-là, il est associé à des conditions dérogatoires, notamment pour des parties de paysages très ruraux. Et on imagine de faire augmenter par dérogation la distance de 2 km entre 2 acteurs max à 20 km, ce qui permet, par exemple, à des EPCI de s'intéresser à ce dispositif d'autoconsommation collective. Et j'ai fait le tour. En synthèse, ce dispositif d'autoconsommation collective, Enedis y croit assez fortement. On est sur une période où on voit émerger des volontés citoyennes de produire localement, de consommer de manière solidaire. Et ce dispositif permet d'accéder à des dispositifs de consommation et de production d'énergie de manière très locale et de manière collective. Merci beaucoup. On va maintenant illustrer ces 3 cas d'usage avec 4 retours d'expérience. Donc le premier retour d'expérience, c'est en autoconsommation individuelle dans le secteur agricole. À toi, Cécilia. Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, je me présente, donc Cécilia Inostroza, je dirige l'activité commerciale de la société Terre Solaire. C'est une PME installée en Normandie et on réalise des centrales photovoltaïques sur bâtiments, sur ombrières et aussi au sol. Aujourd'hui, donc on a pas mal de centrales en fonctionnement sur le secteur normand. Je vais vous témoigner surtout une installation qui a été faite d'abord en vente de totalité chez un agriculteur et qui a voulu pousser l'idée un peu plus loin et qui a souhaité faire de l'autoconsommation individuelle. Donc là, vous avez une petite photo du site. Bon, c'est un site d'exploitant d'élevage de vaches laitières dans l'Eure, dans la région de Bernay. Qui avait, donc vous voyez sur l'image à droite, 2 bâtiments agricoles déjà couverts de panneaux avec de la vente de totalité au réseau en service depuis l'un 2016 et l'autre 2017. Sur la même photo tout en bas, vous voyez qu'il y a un 3e bâtiment qui est couvert de panneaux photovoltaïques et il y a un petit creux au milieu où il n'y a rien. Et donc cet agriculteur a souhaité agrandir son bâtiment et en profiter pour mettre des panneaux pour faire de l'autoconsommation individuelle. Donc c'est ce qu'on voit sur la photo du bas à gauche. Donc c'est une petite surface. Il s'agit de 36 kW crête, donc 200 mètres carrés. Et son objectif, c'était de réduire la facture d'électricité, qui est particulièrement utilisée. Enfin, il y a beaucoup de consommation avec les robots de traite, tout simplement. Voilà. Donc c'était ça l'idée de ce client. Et en tout dernier, je vous donne donc c'est une mise en service qui a eu lieu en 2020, donc septembre 2020. Donc on a 1 an de recul maintenant. Sur le graphe de gauche, en bas, vous pouvez voir toute la partie jaune, c'est la partie qui est auto-consommée, toute la production qui est auto-consommée sur place. Et le gris, c'est ce qui repart sur le réseau, comme expliquait M. Dupont, effectivement. Donc c'est ce qu'on appelle de la vente de surplus. En total, sur 2021, comme c'est depuis septembre 2020, donc j'ai regardé surtout l'année 2021, on a un taux d'autoconsommation de 66%. C'est-à-dire qu'il y a 66% de cette énergie produite qui est consommée sur place. Et le reste repart sur le réseau et est vendu et valorisé et vendu à EDF OA dans ce cas. Et je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça se passe pour l'autoconsommation individuelle sur les 2 graphes de droite. Vous voyez
mauvaise journée d'autoconsommation, c'est celle qui est en haut. Vous avez toute la partie jaune donc, qui est consommée sur place, le surplus part sur le réseau, c'est-à-dire que c'est une journée où on produit plutôt bien, vous avez une belle courbe de Gauss de production solaire, mais le besoin énergétique du site n'est pas très régulier, donc il n'y a que la partie effectivement qui se retrouve nécessaire à la consommation du site qui sert en autoconso et le reste repart. Et à contrario, vous avez un cas en bas qui est un peu plus favorable, donc ça dépend en gros de combien on produit, combien on consomme à ce moment-là, si on est sur une bonne ou une mauvaise journée de production. Mais en global, même sur une petite installation et dans l'agricole, ce qui était quand même pas tout à fait pressenti au départ, avec les robots de traite, on arrive à quand même avoir un taux d'autoconsommation qui est plutôt sympa. Voilà, donc c'est surtout ça que je voulais vous montrer, qu'il y a des cas possibles en Normandie de faire de l'autoconsommation, évidemment individuelle, mais il y en a également en collectif, et je crois qu'il y a un témoignage dans ce sens. Merci beaucoup. Merci Cécilia. En deuxième retour d'expérience, nous avons un cas d'autoconsommation collective, cette fois-ci, dans une collectivité. Donc, c'est pas en Normandie, je crois. Alors, on ne sera pas dans une collectivité. Ah, c'est pas une collectivité. Mais, enfin, il y a un cas avec une collectivité, mais pas seulement. D'accord. Voilà. On va voir ça. Alors, rapidement, pour présenter Enogrid, nous, Enogrid, on est une entreprise spécialisée dans l'autoconsommation collective. Aujourd'hui, on accompagne une cinquantaine de projets en France, dont un petit peu plus d'une vingtaine en exploitation. Et avant de vous présenter deux petits cas d'études, je voulais faire la différenciation qui a déjà été un petit peu faite avant entre ce qu'on appelle opération patrimoniale, ouverte et sociale. Opération patrimoniale, donc comme on l'a vu avant, c'est le modèle assez classique pour une collectivité, c'est-à-dire qu'elle va partager l'électricité entre ses bâtiments, ce qui simplifie grandement la mise en place du projet, car la collectivité est directement personne morale organisatrice et on n'a pas de contrat supplémentaire à mettre en place, si ce n'est évidemment la convention avec Enedis. On a le cas des opérations ouvertes, donc je vais vous présenter le cas juste après. On va pouvoir avoir un ou des producteurs qui partagent de l'électricité avec des consommateurs qui peuvent être d'autres acteurs, par exemple des citoyens, des entreprises, la collectivité, voilà, tous les acteurs possibles du territoire. Là, dans ce cas-là, on a quelques vigilances juridiques et administratives à avoir, notamment sur la personne morale organisatrice. On va devoir soit en créer une, soit s'appuyer sur une entité existante sur le territoire. Et on a également des vigilances contractuelles à avoir, c'est-à-dire qu'on va devoir mettre en place des contrats de vente d'électricité entre producteurs et consommateurs. Et dernier modèle que je vous présenterai également, c'est les opérations dans le logement social qu'on a déjà évoqué juste avant, pareil avec des dérogations réglementaires où le bailleur peut être directement personne morale organisatrice. Pour rentrer dans le concret, le premier exemple, c'est une opération ouverte avec la ville de Langouette dans l'Ille-et-Vilaine. Donc le projet, c'est l'installation d'un tracker PV sur le foncier de la commune, à côté de la mairie. Le projet était porté, alors là, dans ce cas-là, par le syndicat d'énergie via sa SEM, qui s'appelle Energive, et on était dans le cas d'un tiers investissement. C'est-à-dire que c'est la SEM qui a porté l'investissement et qui met à disposition la centrale de production à la ville de Langouette. Dans ce cas-là, c'était une petite centrale, donc on est sur 13,5 kW crête, mais qui permet d'aller faire de l'autoconsommation collective avec des bâtiments de la commune, évidemment, la mairie, l'école, mais également des riverains et une exploitation agricole. Donc dans ce cas-là, comme je vous le disais, on a des démarches administratives à faire, notamment sur la personne morale organisatrice. Là, dans ce cas-là, ce qui a été choisi, c'est une association. C'est le modèle le plus souple à avoir pour mettre en place le projet. Et évidemment, des contrats de vente d'électricité ont été mis en place entre le producteur, donc qui était Langouette, la commune via sa mairie, et les consommateurs. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est qu'on est dans le cadre d'une collectivité. S'il y a de la vente d'électricité, il va falloir mettre en place un budget annexe.
Donc, il y a des choses à penser dans ces projets-là. Nous, on accompagne les porteurs de projets là-dessus. Et en phase d'exploitation, on a également des choses à penser, notamment la facturation de l'électricité. Et le deuxième modèle sur lequel je voulais revenir, c'était le modèle dans le logement social. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont de plus en plus amenés à avoir du photovoltaïque sur leur patrimoine, notamment dans le cadre des rénovations ou des logements neufs. Alors dans ce cas-là, on est dans le cadre d'une rénovation qui incluait le photovoltaïque. Le bailleur se pose la question, maintenant que j'ai une centrale photovoltaïque, qu'est-ce que je fais de l'électricité? Comment je peux la valoriser? Généralement, quand on fait de la revente dans le logement social, les locataires ne bénéficient que très peu de l'électricité, dû aux contraintes du budget différencié. Là, grâce à l'autoconsommation collective, on va pouvoir aller directement fournir de l'électricité aux locataires et du coup, les locataires vont pouvoir bénéficier d'une réduction sur leur facture d'électricité. Dans ce cas-là, comme je vous le disais, on a une dérogation réglementaire qui fait que le bailleur social, donc là dans ce cas-là, Plurel Novilia, s'il fait de l'autoconsommation collective avec ses locataires, il va pouvoir être directement personne morale organisatrice. Donc voilà un petit peu les retours d'expérience que je pouvais faire. Il faut savoir également dans le logement social qu'il y a des petites démarches qui ont été décrites début juillet pour l'intégration des locataires dans les projets. Voilà. Merci, Titouan. Donc on change de contexte. Là, on n'est plus en autoconsommation. On va être en injection réseau et sur un site industriel avec un risque Céveso et un site ICPE. Exactement. Donc là, on part sur le schéma, on va dire, un petit peu plus classique d'injection sur le réseau, donc directement sur le réseau Enedis ou RTE, suivant les cas. Les complexités sur ces dossiers sont plus liées au développement, à la construction et aux gestions des coactivités. C'est le retour d'expérience qu'on a voulu faire. Je vais parler de deux sites. D'abord un de manière assez succincte, c'est plutôt qu'il est emblématique pour nous, c'est le dépôt pétrolier de Gargenville. Alors on sort un petit peu de la Normandie. On le sait, bon, le groupe Total est devenu la compagnie Total Énergie et donc les objectifs ont changé, mais aussi la manière d'utiliser le foncier a changé chez nous. Les dépôts pétroliers, historiquement Gargenville, et on peut parler aussi de la raffinerie de Grand Puy qui est en Île-de-France, réduisent leurs activités, mettent à disposition du foncier pour d'autres types d'activités. Et donc on profite de ces opportunités pour développer des centrales photovoltaïques au sein de sites industriels toujours en activité. C'est la complexité. On voit différents types de sites industriels, des sites Céveso, on en a parlé. Bon, Gargenville, c'est un Céveso seuil haut. Il y a la raffinerie de Grand Puy, la raffinerie au Havre également, sur lesquelles on commence à développer des projets photovoltaïques. Et après, tout type d'ICPE, des anciennes ICPE ou toujours en activité. Et des sites ISDND, donc c'est des installations de stockage de déchets non dangereux, sur lesquels, là aussi, on développe des projets photovoltaïques. On a des retours d'expérience, environ 5 en France et 3 qui sont en développement sur le territoire de la Normandie. Donc si on se concentre un petit peu sur ces centres, ces installations de stockage de déchets non dangereux, c'est un site en activité, les déchets sont stockés, une ancienne carrière qui vient être emblayée par des déchets, on met des géomembranes pour protéger et éviter qu'il y ait des pollutions des eaux ou des terres à proximité. Cette géomembrane peut se dégrader, en tout cas il y a un risque qu'elle se dégrade. Il y a de la production de biogaz. Ce biogaz peut être valorisé via de l'électricité, en faisant de l'électricité via une turbine. Et il y a des lixivia aussi qui, eux, sont traités à proximité du site. Donc vraiment, c'est un site industriel complexe. Mais c'est aussi une opportunité avec plusieurs hectares de foncier. Donc là, on est vraiment sur un schéma classique où on développe des grandes centrales au sol. Ce site-là, c'est en Normandie, dans la région de Bayeux. C'est 8 hectares de foncier qui étaient disponibles pour développer un projet photovoltaïque. Et donc, on a dû prendre en compte différentes contraintes. C'est ce qu'on voit sur la slide juste après. L'Adréal, sur un site comme celui-ci, en activité, émet un arrêté préfectoral d'exploitation avec un suivi sur 30 ans. Ce suivi, l'exploitant doit l'assurer.
en garantissant l'étanchéité de la membrane, en garantissant qu'il n'y ait pas de fuite ou de sortie de biogaz, et en s'assurant du niveau de lixivia, parce que le massif de déchets vit, et donc il peut y avoir des mouvements, etc. Donc nous, on prend en compte ces contraintes, on met en place, c'est ce qu'on voit dans les mesures d'évitement, pour limiter les risques et limiter surtout les effets dominos dans les accidents qui peuvent générer. Le parc photovoltaïque peut créer un accident, en tout cas présente un potentiel risque. Le centre industriel lui aussi, et donc il faut limiter les effets dominos. Donc on met à jour une étude de danger en précisant les mesures d'évitement que l'on met en place dans ces cas. Donc uniquement des fondations hors sol, donc c'est-à-dire des longs greens qui sont posés. On étudie les structures du sol pour définir le poids acceptable, etc. On évite tous les puits de biogaz, tous les réseaux de biogaz, pour ne pas qu'il y ait de panneaux à ces niveaux-là pour qu'on puisse intervenir, et si l'exploitant va intervenir sur la géomembrane, qu'il ait la possibilité de le faire. On décentralise le maximum d'installations, on parle des onduleurs ici, pour que la structure soit le plus légère possible. Et tous les chemins de câbles, c'est la photo qu'on voit, tous les chemins de câbles sont eux aussi aériens pour vraiment ne pas toucher à la géomembrane. Donc là, c'est un exemple en milieu industriel. Il y en a d'autres, mais j'ai pris cet exemple-là parce que c'est en Normandie. Mais donc, ça nous a permis de développer un projet photovoltaïque sur 13 hectares. C'est 7 MW, cet exemple-là, qui va rentrer en construction l'année prochaine. Gargenville, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est là aussi 20 MW Crête, et Grand Puy, c'est 25. C'est les deux plus grandes centrales en Île-de-France. Et ça permet d'alimenter, alors là, en Normandie, ce projet, ça sera 7000 habitants en électricité renouvelable. Et en Île-de-France, nos deux projets en milieu industriel, c'est presque 20 000 habitants également alimentés en électricité verte. Voilà. Merci. Merci Léo. Maintenant, on va avoir un dernier retour d'expérience par Engie, là, en injection sur le réseau. Et cette fois-ci, c'est dans le secteur logistique. Oui, merci beaucoup. Ah oui, il faut prendre la copier. D'accord, très bien. Oui, je serai bref, et c'est un projet nettement moins emblématique et important que ceux qui ont été présentés précédemment. Simplement, c'est un rendez-vous avec un client qui nous dit, voilà, ça m'intéresse, la solution est intéressante pour moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, on a été quand même... on a eu deux petits soucis, à savoir sa consommation électrique et la capacité de son bâtiment à accepter les panneaux en toiture. Donc on était quand même un peu c'était pas bien parti. Et puis finalement il nous a dit, mais moi j'ai un peu de foncier, faites ce que vous pouvez et injectez-le. Donc on a fait ce choix technique et économique de dire enfin, on va pas faire l'autoconsommation parce que le volume de consommation du client était trop faible. On avait une possibilité de surface de panneaux vraiment trop petite. On ne pouvait pas faire de l'installation en toiture parce que la toiture ne tenait pas. Et donc on a décidé d'installer 1200 mètres carrés d'ombrière sur une parcelle qui lui appartenait pour pouvoir mettre les voitures de ses collaborateurs. C'est à peu près le double de celles qu'on a installées à la Caisse d'épargne Normandie sur leur site de Bois-Guillaume, et donc effectivement avec une injection totale de la production. Et donc là, on a essayé véritablement dans ce projet, qui sera réalisé en 2022, de véritablement pouvoir optimiser la production en injectant 100% et en faisant en sorte que ça représente pour le client globalement l'équivalent de 40% de sa consommation. Voilà globalement comment on a su, à partir des limites du photovoltaïque en Normandie, au regard des limites du client, de son installation, de ses consommations, essayer de rebondir pour proposer un projet pertinent, performant et efficace. Merci à vous. Merci Emmanuel. Maintenant, on va parler, après les retours d'expérience, de financement et également d'une démarche citoyenne, une approche citoyenne qui, grâce à la nouvelle loi, va devenir de plus en plus
possible et facilité. Oui, c'est ça. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Laurent Ouvrard et je suis le directeur général d'une coopérative qui s'appelle Enercop Normandie et qui fait partie d'un réseau qui s'appelle Enercop, donc qui est principalement connu pour être un fournisseur d'électricité en l'occurrence et qui est un acteur de la transition énergétique. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça par rapport à la suite et au financement. Donc, ce que nous, on entend par transition énergétique, c'est que on doit au maximum tendre vers une société qui repose sur du renouvelable en termes d'énergie, mais que pour ça, il va falloir appliquer sobriété et efficacité énergétique, et donc consommer moins, mais mieux. Donc ça, c'est le thème. Et c'est pour cela qu'on a choisi aussi un statut juridique qui est sous forme coopérative, car ce statut que vous voyez ici, la SCIC, car il considère celui-ci que l'énergie est un bien commun, et donc on doit appliquer une certaine éthique, une certaine démocratie dans la gestion de ce bien commun, et une non-lucrativité. Donc ce sont des termes très importants pour nous. Donc, une de nos revendications, en l'occurrence, c'est que la production d'énergie, et notamment d'électricité renouvelable, devrait être citoyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en l'occurrence, les habitants et les collectivités devraient être capables, et le sont aujourd'hui, d'investir eux-mêmes dans des projets, mais surtout aussi de décider pour ces projets. C'est la différence d'ailleurs qu'il y a avec les projets qu'on appelle participatifs. Ces projets participatifs se limitent à l'investissement. Le projet citoyen, c'est l'investissement, mais aussi la décision, ce qui est une grosse différence. Donc pourquoi ça? Eh bien parce que nous pensons que cette fameuse transition énergétique ne va pas être très simple dans les années à venir, due au réchauffement climatique et due à des tensions géopolitiques, et qu'en tout cas on doit faire notre possible pour qu'elle soit plutôt choisie que subie. Et donc si elle doit être choisie, il faut absolument inviter les habitants et encore une fois les collectivités à vraiment être au courant de ces enjeux. Et donc à les impliquer. Si on n'implique pas tous ces acteurs d'un territoire au niveau d'un parc éolien ou d'un parc photovoltaïque, il y aura vraiment des incompréhensions, voire des refus comme on en voit déjà aujourd'hui. Alors, Enercop est un mouvement qu'on a aidé à créer qui s'appelle Énergie partagée, est vraiment fondé sur ce type de fonctionnement. Donc, par exemple, pour des parcs photovoltaïques dont on entend parler depuis ce début de soirée. Et le fait est qu'on a réussi à démontrer que lorsqu'on fait un projet citoyen, et donc ça veut dire concrètement que le projet est porté par les habitants et les collectivités, avec très souvent un développeur. Le développeur, il a la compétence d'étudier techniquement le projet, donc il est très important. Mais quand le financement est majoritairement apporté par les acteurs locaux, eh bien, les recettes l'exploitation de ce projet-là et les recettes générées vont revenir aussi à ces acteurs locaux. Donc c'est la différence que vous voyez entre le schéma de gauche et le schéma de droite. Alors vous avez peut-être des difficultés à lire ce qui est écrit en petit là, mais grosso modo, c'est pour démontrer qu'un projet citoyen, il va générer 2,5 fois plus de retombées économiques sur le territoire qu'un projet dit classique. Et le projet dit classique, ce sont des opérateurs qui viennent de l'extérieur du territoire et qui investissent, qui prennent des risques, mais qui se rémunèrent aussi. Et l'argent, la plus-value ne retombe pas sur ce territoire. Donc, Enercop avec Énergie partagée, nous portons cette ambition de dire on va collecter, on va informer, on va collecter les financements localement qui vont servir à financer la société de projet, qu'il soit photovoltaïque ou éolien ou autre. Et donc, c'est vraiment une entrée au capital de la société de projet. Et non pas seulement de la dette. C'est vraiment une entrée au capital. Et l'étape suivante un petit peu de ce qui a été évoqué auparavant avec les notions d'autoconsommation collective, c'est ce qu'on appelle déjà, mais il n'y a pas encore beaucoup d'éléments législatifs là-dessus, c'est en attente, ce qu'on appelle les communautés énergétiques, citoyennes ou renouvelables. Alors Enercop, avec d'autres collègues européens,
On a vraiment porté ça au niveau européen. Et en fait, l'Union européenne a reconnu le fait que la transition énergétique devra se faire énormément avec les habitants des territoires. Et ça, c'est une reconnaissance de cet élément-là. Donc, les communautés énergétiques, elles vont devoir mettre ensemble autour de la table, sur un territoire donné, des habitants, des entreprises, des associations, des collectivités, qui vont, à l'intérieur même de cette communauté-là, de ce territoire, produire et consommer. Et donc, il va falloir gérer tous ces flux en interne de cette communauté énergétique. Alors, il y a quelques petites nuances entre les deux types de communautés énergétiques, mais les objectifs, c'est bien de fournir des avantages environnementaux, économiques et sociaux aux membres de cette communauté. Et puis, des notions importantes qui sont incluses dans cette démarche, c'est que ces communautés énergétiques n'ont pas de vocation lucrative. C'est-à-dire qu'elles doivent, si des bénéfices peuvent être générés au sein de cette communauté, ils doivent être utilisés pour développer cette communauté et non pas pour, on va dire, enrichir quelques-uns. Donc, il n'y a pas de lucrativité liée à cette notion. Et pour terminer, les deux notions importantes portées par ces décrets qu'on attend, ils devraient sortir d'ici la fin de l'année, c'est vraiment le caractère local de ces communautés énergétiques. Donc, c'est à l'échelle d'une ville, d'un village, de plusieurs EPCI, mais c'est pas à l'échelle d'une région entière ou d'un pays. Et cela doit favoriser énormément aussi la coopération entre les différents membres de ces communautés. Voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup. Et pour terminer, une initiative normande, une plateforme de financement participatif initiée par la Caisse d'épargne, dans l'autre sens, qui s'appelle Kiwai. Oui, bonjour à tous. Descaux. Christophe Descaux, je suis président de Kiwai et membre du directoire de la Caisse d'épargne Normandie. La Caisse d'épargne Normandie, c'est une coopérative, une banque coopérative qui a 200 ans. Ça fait 200 ans qu'on accompagne les projets du territoire. On est la première banque des collectivités et on investit beaucoup sur les projets d'infrastructure et puis plus récemment sur les projets de transition énergétique. Alors pour réussir la transition, il faut garder en tête, pour réussir tous ces projets, qu'il y a 3 grandes dimensions qu'il faut travailler. La dimension de la régulation, qui, je crois, avance assez vite et qui offre pas mal d'opportunités, on l'a vu. La dimension de l'investissement, et parce que tous ces projets, évidemment, c'est des investissements très lourds, qu'il faut... oui, non, mais je n'ai pas besoin d'avancer. C'est des investissements très lourds qu'on devra faire, évidemment, avec des moyens considérables. C'est probablement le plus gros investissement qu'il y aura à faire dans les années à venir. D'ailleurs, si on regarde rien qu'en Normandie, les plus gros investissements, c'est des investissements d'énergie, notamment les parcs éoliens en mer. Et puis la troisième dimension, et l'interlocuteur juste avant l'a mentionné, c'est la dimension citoyenne. Évidemment, cette transition, elle ne se fera pas sans le consommateur, sans les citoyens. C'est vraiment en alignant les planètes, la régulation, les acteurs économiques et l'investissement, et les citoyens, qu'on réussira à avancer très rapidement, parce qu'il faut avancer rapidement, parce qu'il y a urgence. Alors, en Caisse d'épargne Normandie, on est labellisé Bicorp, on est entreprise à mission, et dans notre raison d'être, qu'on a inscrit dans nos statuts, on a notamment contribué et accéléré la transition environnementale. Alors, comment on le fait? On le fait, alors ça je vais passer, on le fait notamment à travers 2 solutions. La première solution, c'est le financement. Donc le financement de tous les projets là qu'on a mentionnés, tous ces projets, on peut les financer. On a créé un fonds en Normandie avec l'appui des autres caisses d'épargne, un fonds ENR, donc énergie renouvelable, qui est de 1,5 milliard d'euros pour financer grosso modo les gros projets, les projets de financement de plus de 100 millions, voire 200 millions de prises fermes. Donc typiquement l'éolien en mer, ça c'est ce type de projet qu'on finance à travers le fonds. On a une équipe spécialisée en énergie renouvelable qui peut faire de l'arrangement sur des financements entre 20 millions d'euros, 10 millions d'euros et 100 millions d'euros. Et puis on a cette initiative qui est la plateforme Kiwai de financement participatif, qui va plutôt financer des projets un peu plus petits, en complément de la dette classique, et qui va surtout associer le citoyen.
Alors pourquoi je pense moi que Kiwai est une bonne résultante de notre vision sur la transition? Parce que c'est une initiative qui a été créée avec la région, hein, donc qui associe vraiment le secteur public, le pouvoir public, le régulateur. Ça a été créé avec la région. Ça vient en complément de financement classique. Donc typiquement, quand on fait un financement participatif avec Kiwai, bah souvent on met 10 fois, 20 fois du financement classique à côté. Donc c'est vraiment un complément pour avoir le meilleur quelque part des deux mondes, c'est-à-dire un financement pour le projet qui est un financement compétitif, mais qui associe aussi le territoire. Et puis ça associe le territoire parce que Kiwai, c'est une plateforme où chacun peut investir avec ses moyens. Donc on peut investir entre 20 et 2000 euros par projet. Ça a la particularité, c'est la seule plateforme en France à le faire, d'être garantie capital et intérêt. Alors pourquoi on a fait ça? On me pose souvent la question. Et notamment, moi je suis directeur financier de la Caisse, on me dit c'est vraiment un truc bizarre d'avoir garanti le capital sur un projet de financement participatif. Tout simplement parce que ça permet d'associer tout le monde. Nous on a 1 million de clients en Normandie, clients particuliers. La plupart sont plutôt réfractaires à la prise de risque, y compris pour la transition énergétique d'ailleurs. Et donc, si on garantit le capital, là, ils peuvent faire de leur épargne un vrai vecteur de transition, d'action, de vote finalement sur le projet. Donc, on garantit le capital et l'intérêt. Donc, l'épargnant, s'il investit dans un des projets qu'on a fait là depuis à peine 2 ans, eh bien, il est assuré de recevoir son capital et ses intérêts sur la durée, puis avec un taux d'intérêt d'ailleurs qui est bien supérieur aux autres supports garantis. Kiwai, 2 ans après, c'est des projets à la fois de mobilité qu'on a financés, des projets de transition énergétique, notamment on a fait du solaire sur toiture, on a dû en faire 2, on a fait de l'éolien en mer, on a fait du textile biosourcé, des projets d'économie circulaire. Voilà, c'est vraiment une initiative qui pour nous est importante parce qu'elle démontre la démarche citoyenne et elle répond à cet engagement qu'on a pris dans nos statuts d'accélérer la transition énergétique. Alors 2 ans après, un des sujets qu'on a avec Kiwai, c'est que c'est une plateforme qui est que pour la Normandie, pour tous les Normands d'ailleurs, qu'ils soient clients ou pas de la Caisse d'épargne. Hein, vous pouvez tous investir sur Kiwai. Et vous aurez la même garantie en capital que vous soyez ou pas client de la Caisse. Par contre, on a eu beaucoup de demandes des autres régions, à la fois des autres caisses d'épargne, et puis à la fois d'opérateurs, dont des opérateurs qui sont ici ce soir, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des plateformes. Et en fait, le côté très grand public garanti de la plateforme, eh bien, il est intéressant, mais par contre, il faut pouvoir le proposer sur d'autres régions. Donc, on a créé Kiwai ENR, qui est une vitrine sœur de Kiwai, qui est ouverte désormais sur les Hauts-de-France, qui va s'ouvrir sur Bretagne et Pays de Loire, sur la région centre, enfin sur différentes régions, avec nos cousins des caisses d'épargne locales. Et donc nous on est convaincus, et j'en terminerai par ça, que la transition c'est vraiment l'affaire de tous, l'affaire à la fois des acteurs économiques, des investisseurs, mais aussi de tous les citoyens, et chacun peut contribuer à son niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous voulez réagir? Merci à tous les intervenants qui, j'espère, vous ont éclairé sur le sujet photovoltaïque, sur tous les aspects. Et allez-y, vous pouvez financer tous des projets.